Corps à corps. Et oui, donc pour ce corps à corps, nous parlons de trafic de drogue. Je vais d'abord, avant de commencer à vous présenter les dernières actualités de la drogue, qui finalement, vous les connaissez aussi bien que nous, je vais accueillir Michel Gandillon. Bonjour Michel Gandillon. Bonjour Clémence Ouliakova. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes expert associé auprès du département sécurité et défense du Conservatoire national des arts et métiers et auteur de Drugstore, drogue illicite et trafic en France aux éditions du Rocher. Puis Frédéric Ploquin nous rejoindra tout à l'heure, journaliste d'investigation spécialisé dans les milieux de la police et du banditisme et auteur de ce livre Les narcos français brisent l'omerta aux éditions Albin Michel. Alors, je vous rappelle, évidemment, on a tous été sous le choc et on en a fait nous-mêmes des sujets ici. Le 14 mai, 2 agents de la pénitentiaire ont été pris d'assaut au péage d'Incarville dans l'Eure et tués sauvagement par une bande organisée avec armes de guerre. Un assaut meurtrier donc pour libérer ce détenu, Mohamed Amra, multirécidiviste et impliqué des trafics de stupéfiants. Ça, c'était le 14 mai. Et le 16 mai, 2 jours plus tard, eh bien justement, une délégation de magistrats mexicains est venue rendre visite au parquet de Paris et à la juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée. Et elle a tenu à alerter la France. Et le parquet de Paris, le parquet a publié en fait le communiqué, ou en tout cas des éléments du communiqué de ces magistrats mexicains que je vais vous lire immédiatement. Donc, selon ces professionnels, la France est à un seuil pour prendre des mesures et ne pas commettre les mêmes erreurs. Je cite le communiqué. Les crimes organisés s'internationalisent, se globalisent. Nos systèmes pénaux garantissent les droits et libertés des personnes, mais il faudrait aussi organiser la manière de travailler contre le crime organisé. Au Mexique, disent-ils, il y a des menaces de mort qui se traduisent par des actes. Cela modifie la manière de travailler. Il faut protéger les magistrats. La France peut encore proposer des modifications législatives et donner plus de pouvoir au parquet, à la police et aux juges pour intervenir de manière efficace. Des peines plus fortes sont nécessaires. Vous avez noté, la France peut encore. On sent qu'on est vraiment à la limite. Et un peu plus loin, ils disent, le niveau de violence est important au Mexique. Et ce n'est pas un exemple. Malheureusement, il faut insister auprès des politiques pour investir et renforcer les institutions. Il faut des garde-fous pour assurer l'indépendance et la stabilité des institutions. Voilà, l'alerte du Mexique et la France d'un air de dire nous avons passé le cap, mais vous n'en êtes pas loin, donc réagissez. Et hasard du calendrier, je vous disais donc le 14 mai, c'était l'attaque du fourgon de la pénitentiaire. Et bien le 14 mai également, une commission d'enquête du Sénat sur l'état du narcotrafic en France a été publiée et le bilan est accablant. Rien de très innovant sur le sujet du trafic de drogue, mais malgré tout, les sénateurs de la commission ont formulé une série de propositions afin de mettre en place une stratégie globale et ambitieuse, je les cite, pour sortir le pays du piège du narcotrafic. On parle vraiment de narcotrafic aujourd'hui en France. Et enfin, d'après une information que j'ai reprise sur France Info, une note confidentielle de la police judiciaire a été publiée selon laquelle qui constate qu'il y a de fortes similitudes entre les profils d'une nouvelle génération de criminels et les tueurs à gages des cartels d'Amérique latine. Et on parle bien de la France. Voilà donc autant d'alertes qui font qu'il faut non seulement que, a priori, les autorités et les politiques se penchent dessus, mais nous aussi pour mieux comprendre ce qui se passe. Michel Gandillon, vous qui travaillez sur le sujet depuis longtemps, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce qu'on a passé un cap récemment pour qu'il y ait autant aujourd'hui de signaux d'alerte? Alors, est-ce qu'on a franchi un cap? Le trafic de drogue en France, c'est une vieille histoire, hein. La problématique des quartiers, de l'implantation du crime organisé dans ce qu'on appelle les banlieues a commencé il y a une trentaine d'années, mais bon, il y a eu une montée en puissance du trafic de drogue, une accélération notamment depuis 10-15 ans avec l'explosion des trafics de cocaïne. Donc tout ça n'est pas nouveau. Alors, est-ce qu'on a franchi un cap? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu une explosion des règlements de compte à Marseille qui a traumatisé un peu tout le monde, avec une cinquantaine de morts, une centaine de blessés, avec des scènes de guerre, il n'y a pas d'autre mot, dans la ville de Marseille, et une expansion des règlements de compte dans un certain nombre de villes moyennes qui étaient auparavant relativement épargnées par ces phénomènes. Donc, oui, il y a une prise de conscience. Vous avez parlé de la commission d'enquête du Sénat et son rapport de 600 pages qui vient de sortir. D'ailleurs, les auditeurs intéressés peuvent télécharger une synthèse d'une trentaine de pages qui est très bien faite. Toujours très bien faite, d'ailleurs, les synthèses des commissions d'enquête. Hein. Voilà. Alors, ça ne préjuge pas de ce que va devenir ce gros rapport. Est-ce qu'on va rien en faire? Est-ce qu'on va
appliquer un certain nombre de décisions ou préconisations. Ça, c'est encore autre chose. Le deuxième point, je disais non parce que je pense que la comparaison avec la situation au Mexique est hors de propos. On peut toujours trouver des similitudes dans tous les phénomènes, mais pour mesurer la différence avec le Mexique est effectivement un État failli, un narco-État. Depuis 2006, année du lancement de la guerre à la drogue au Mexique, on compte près de 300 000 morts et plus de 100 000 disparus. 2500 à 3000 personnes tous les mois sont assassinées au Mexique. Les taux d'homicide sont de 25 pour 100 000, 1,5 pour 100 000 en France. Oui. Des pans entiers de l'État, que ce soit l'armée, la police, jusqu'au gouvernement, puisque vous avez vu qu'entre 2006 et 2012, il y avait un ministre chargé de la lutte antidrogue au Mexique, Genaro Luna, qui vient d'être condamné aux États-Unis pour complicité avec le cartel de Sinaloa. Il y a eu le cartel des États, qui était une émanation directe de l'armée mexicaine, des groupes aéromobiles chargés de lutter contre la guérilla au Chiapas. Vous avez des dizaines de gouverneurs d'État qui sont en fuite ou emprisonnés pour corruption et collusion avec les cartels. Donc, on est encore très loin de la situation au Mexique. Oui, non, mais clairement, on est encore très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une délégation mexicaine qui nous dit la France a encore les moyens de réagir, mais il faut le faire, sous-entendu. Enfin, c'est moi qui fais le commentaire du sous-entendu, mais bon, c'est quand même ce que vous allez nous dire si vous comprenez pareil. Sous-entendu, si vous ne le faites pas, vous allez devenir comme nous. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord sur ce constat et ensuite sur le fait qu'on puisse encore réagir et ensuite nous allons aller sur que peut-on faire pour réagir? Parce que visiblement, on gesticule beaucoup, mais les choses ne sont pas forcément arrangées aujourd'hui. Oui, alors bien sûr, si on se projette à la fin de mon livre, j'évoque effectivement des policiers marseillais qui parlaient de mexicanisation de Marseille, avec des phénomènes d'ultra-violence, de règlement de compte, mais des phénomènes même de barbarie, de torture, etc., et de victimes collatérales. Donc la mexicanisation, c'est un processus, on n'y est pas encore, mais effectivement, si tout perdure et tout continue au rythme où vont les choses, qu'est-ce qu'il en sera dans 10, 15, 20 ans? En tout cas, on sera dans une situation encore plus dégradée, avec le développement effectivement des règlements de compte, de la violence, de la corruption dans toutes les strates de la société française. Donc effectivement, on sera à un point où on ressemblera de plus en plus à des États du tiers-monde. Donc Alors, ça, c'est oui. incontestable. Oui. Pourquoi, à votre avis, le Mexique nous envoie ce message aujourd'hui? Le Mexique nous envoie ce message parce que effectivement, les phénomènes criminels ont acquis une telle intensité dans ce pays que le Mexique est aujourd'hui un symbole d'un État détruit, affecté profondément par le narcotrafic. C'est un peu un symbole. C'était le cas de la Colombie dans les années 90. Oui. Donc d'États qui peuvent faillir, s'effondrer sous les coups du crime organisé. Donc il y a vraiment une dimension symbolique très forte au Mexique. Et puis il y a une campagne électorale dont l'enjeu est les questions sécuritaires, puisque le président AMLO est au terme de son mandat, donc il y a une élection présidentielle pour renouveler le président de la République, et que son bilan à lui est un échec, puisqu'en 2018, il est arrivé au pouvoir avec un programme relativement naïf qui était des câlins, pas des balles, hein, je le résume par un slogan de campagne, donc des câlins avec les cartels. On a vu ce que ça a donné, puisque pendant son mandat, le Mexique a battu tous les records de violence, 180 000 homicides en 6 ans et une augmentation de l'emprise des cartels dans les municipalités mexicaines. Donc alors, on a compris que des câlins, pas des balles, ça ne marchait pas. En France, aujourd'hui, on nous présente un grand renfort de communication des opérations PlaceNet XXL, etc. Est-ce qu'on réussit réellement à lutter contre cette criminalité et ce trafic de drogue? Ben, visiblement, on n'y arrive pas. Si on regarde la dynamique depuis 10 ans, le marché des drogues en France a doublé.
Il y a un développement effectivement du nombre de points de deal, de quartiers touchés par le trafic. Les villes moyennes, donc qui étaient relativement épargnées par ces phénomènes, sont touchées. On saisit de plus en plus de drogue en France. Alors ça pourrait être considéré comme un succès de la police et de la gendarmerie ou des Oui. douanes, mais on voit que ça n'a quasiment que très peu d'impact sur le prix des substances qui circulent. C'est-à-dire que si les saisies de drogue qui sont massives aujourd'hui avaient un impact sur le marché, elles devraient faire profondément augmenter les Oui. prix des substances, que ce soit la cocaïne, le cannabis et l'héroïne. Ce que vous voulez dire, c'est que si on provoquait la rareté du produit par la saisie, Absolument, c'est le l'offre et prix la demande. augmenterait. Donc ça prouve bien Le qu'il prix y a augmenterait encore du beaucoup de fait de la produits. rareté. Mm. Or, on voit que ces saisies, qui sont, je le répète, historiques et gigantesques, on attend d'ailleurs les données pour 2023. En tout cas, en 2022, je crois qu'on avait saisi près de 28 tonnes de cocaïne en France, c'était du jamais vu. Et ça n'a qu'un impact très relatif sur l'état du marché, puisque les prix tendanciellement de la cocaïne tendent à baisser et que la pureté des produits qui circulent est de plus en plus importante, chaque année de plus en plus importante. Et sur 10-15 ans, on a littéralement explosé. Je crois que la pureté de la cocaïne qui circule a doublé dans ces 10 dernières années. Donc la lutte anti-drogue en France aujourd'hui est un échec. Et il y a aussi, on voit dans l'évolution que vous commencez à raconter par les chiffres également, le fait que ça touche des villes moyennes, vous l'avez dit, puis même des villes rurales. Et puis on peut dire aussi que ça touche une certaine élite. On a vu des affaires de drogue au Sénat. On a vu, bah là, en ce moment, ou récemment en tout cas, il y a la maire de Canteleu, en Seine-Maritime, qui comparait devant le tribunal correctionnel de Bobigny, qui est jugé pour complicité de trafic de stupéfiants, justement. Et puis une autre qui est également mise en examen pour la même accusation. On en a vu qui était, en plus, qui avait bénéficié d'une promotion d'Emmanuel Macron en direct. Donc c'est vrai qu'on se dit, on a l'impression que ce trafic gangrène aussi l'élite. Alors avant de vous laisser répondre, je vais accueillir Frédéric Ploquin qui nous a rejoint. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour à vous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste d'investigation spécialisé dans les milieux de la police, du banditisme, du renseignement. Et auteur, je vais citer le livre qui est le plus en lien avec notre sujet du jour, Les narcos français brisent l'omerta aux éditions Albin Michel. Et puis le plus récent, il me semble, Les réseaux secrets de la police, loge, influence et corruption aux éditions Nouveau Monde. Alors là, on parle bien de narcos français. Je vous pose également la question à vous, Frédéric Ploquin, dans cette évolution comment dire, de la place du trafic de drogue en France. On a l'impression non seulement qu'en effet, ça envahit les villes moyennes, la ruralité, et puis aussi, on appelle ça une élite ou comme vous voulez, mais on a vu des affaires au Sénat et on voit des affaires qui touchent des maires. Évidemment, présomption d'innocence oblige, malgré tout, on a l'impression que ça monte jusqu'en haut, jusqu'au sommet de la hiérarchie française. Si on prend la question, si on s'attarde 2 minutes sur la question de la consommation de la cocaïne en France, en réalité, c'est bien une certaine élite parisienne, on va dire, qui a donné le ton et le là, mais il y a au moins, ça fait disons, quarantaine d'années que je travaille sur ces sujets. Mmh. Ça fait au moins 30 ans que la cocaïne circule, si vous voulez, dans les milieux huppés, parisiens, surtout dans le show business. Au départ, on peut dire que nos stars, d'une certaine manière, ont donné le ton et ont donné le mauvais exemple. C'est une drogue qui a aussi circulé beaucoup dans les milieux, dans les années 80-90, dans les milieux de la publicité, dans les milieux, pourquoi pas de la presse, dans les milieux, etc. Donc, mais si vous voulez, c'est souvent comme ça la mode, hein. Ça part des grands centres urbains, ça part d'une élite culturelle voilà, CSP++, et puis ensuite ça se diffuse et ça se divulgue sur le territoire en direction d'autres territoires et d'autres populations. Donc concernant la cocaïne, effectivement, aucun doute là-dessus, le ton a été donné comme si cette drogue pouvait être facile, sans dégâts, festive, etc. Bon, alors que quand on regarde de près de quoi il fait la cocaïne, je veux dire, je vais le dire franchement, faut être un peu idiot pour se mettre ça dans les narines, vu le nombre la quantité de produits chimiques. Moi, je suis allé jusqu'en Colombie voir comment c'était fabriqué. Et quand vous regardez vraiment le nombre de bidons
de bidons de produits chimiques qui traînent dans la jungle jusqu'à du gasoil. Vous vous dites, mais ils sont bêtes ou quoi? Je veux dire, voilà, ça devrait, justement, l'élite à ce niveau-là devrait être un petit peu plus avertie et faire un petit peu plus attention. Oui. Donc ça, c'est pour la cocaïne. Ensuite, j'ai vu que vous évoquiez aussi le cas des élites politiques. Et là, Oui. c'est une toute autre histoire. Si vous prenez l'affaire de la mairesse de Canteleu, donc Canteleu, c'est vraiment une toute petite commune verte et riante, enfin, avec ses HLM, avec sa petite cité, etc., sur les hauteurs de Rouen. Quand je suis allé là-bas, voir un peu comment c'était, essayer d'enquêter. D'ailleurs, elle avait refusé à l'époque de s'exprimer parce que elle était tellement mal qu'elle était rentrée dans un cocon. Mais vous êtes vite, c'est une toute petite ville. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est un mouchoir de poche. Vous faites le tour à pied du centre-ville en quelques minutes. Et du coup, vous comprenez bien comment, dans un mouchoir de poche comme ça, à partir du moment où un clan criminel, en l'occurrence une famille, s'installe, s'implante, fait réellement fait fortune dans les stupéfiants, vend toutes sortes de produits, nécessairement, il y a des interférences avec les élus locaux qui, eux aussi, sont là. C'est l'effet de proximité. Et il se trouve que l'adjoint, d'ailleurs c'est assez amusant, mais l'adjoint au commerce de la mairesse de Canteleu, lui a grandi dans le même quartier qu'un des membres de la fratrie qui dirige le trafic sur le coin. Donc à partir de là, ça crée un biais, ça crée un lien de proximité, ça crée une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, ça s'est fait comme ça. Et là, à partir de là, les élites politiques, comme vous dites, elles choisissent pas. Réellement, elles ne choisissent pas. Parce que là il ne s'agit pas, pour l'instant, il n'y a pas de question de corruption derrière dans cette affaire. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est pas comme si le maire de la ville avait dit bon allez, je vous cède un quartier, vous me donnez 10%. C'est pas du tout ça. C'est autre chose qui est beaucoup plus pernicieux. C'est la corruption on va dire à bas échelle, sous les radars. C'est du genre on bouscule, on fait peur. On fait des coups de pression, c'est ce que savent faire les voyous. Hein. Ils sont très bons dans ce domaine, le domaine du coup de pression. Vous voulez dire que dans ce cas-là, les élus locaux subissent finalement d'une certaine façon, n'ont pas le choix de... Bah, ils subissent et à un moment donné, ils pourraient aussi peut-être dire non, mais il y a un moment donné où le voyou, et ça moi je l'ai observé, la nouveauté, c'est qu'on a ce genre de scène et de coups de pression dans des petites villes de province. J'ai entendu, je vous ai rejoint, vous aviez parlé de la question de la diffusion des drogues dans les zones rurales, mais ce genre d'affaires, si vous voulez, d'accointances particulières, de relations incestueuses entre des élus locaux et des trafiquants de stupéfiants, moi je les ai décortiqués, observés déjà à plusieurs reprises, il y a 20 ans en Seine-Saint-Denis, à Marseille, notamment, au moins dans ces deux endroits. Donc la nouveauté, c'est que ça se passe là. Et là, l'idée, c'est, déjà il y a 20 ans en Seine-Saint-Denis, c'était pareil, c'était bon, monsieur le maire, ou madame le maire, vous voulez vraiment être réélu la prochaine fois, aux prochaines élections? Et moi, quand vous êtes élu maire une fois, vous avez envie vous rêvez de faire un deuxième mandat. Alors, si vous voulez que votre ville soit tranquille, reste ait une petite réputation de ville fleurie, sympathique, vous allez nous aider un peu. Et puis sinon, pas grave, vous verrez le chaos dans lequel vous vous retrouvez, vous ne serez pas élu, monsieur ou madame le maire. Donc ça, moi, je connais des trafiquants de stupéfiants, parce que je les étudie de près, qui tiennent vraiment ce langage. Hein. Donc à partir de là, vous avez le choix. Soit le chaos et le bordel, soit l'image de votre ville reste... Et dans le même genre d'exemple, avec justement une ruralité envahie par ce trafic, on a une élite, voilà, des élus aussi envahis. On a la maire d'Avallon récemment dont le frère a profité des locaux de la maire pour pouvoir stocker de la drogue. Je ne sais pas encore de quoi il retourne exactement, parce que c'est une très bonne réputation. Effectivement, là, pour le coup, le trafiquant de stupéfiants n'était pas dans le quartier où il y a des électeurs à ramasser et des voix à récupérer. Il était carrément dans le cocon familial, dans la famille, puisque c'est là, c'est autre chose. Alors, on saura un jour, mais le frère peut très bien, les frères en question peuvent très bien avoir profité soit de la naïveté, soit de la candeur, soit de la légèreté, soit
je ne sais quoi, on ne sait pas. Oui, oui, tout à fait. Non, mais j'ai pas dit la mère, hein, j'ai dit le frère. Mais effectivement, on a cette maison dans laquelle, lors d'une opération XXL, la police a retrouvé du produit stupéfiant en quantité. Donc c'est sûr que c'est un peu inquiétant, intriguant. D'ailleurs, elle s'est retrouvée incarcérée. Oui. Alors, on continue sur ce questionnement. Est-ce qu'on lutte bien finalement, ou est-ce on prend les bonnes mesures pour lutter contre ce trafic? Et finalement, veut-on vraiment bien lutter à partir du moment où on le disait, alors on voit là, ce sont des élus locaux, mais on a aussi des sénateurs. Il y a eu l'affaire Joël Guerriau, mais il y en a eu d'autres. Donc là, on est vraiment comment dire, dans ceux qui font la loi et qui, eux, sont aussi mouillés dans des affaires de drogue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question, Michel Gandillon, sur d'abord, si l'élite est gangrénée, évidemment, là, on parle d'un niveau minime, mais malgré tout, ça peut poser des questions. Est-ce que c'est pas le début aussi d'un manque de volonté ou d'un frein sur les mesures qui doivent être prises pour lutter contre la criminalité organisée et la drogue? C'est difficile à dire. Je crois qu'il faut distinguer entre la corruption systémique et la corruption en quelque sorte accidentelle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'élite politique est gangrenée à un point institutionnel et structurel? Bon, je ne crois pas. Le plus important, effectivement, aujourd'hui, ce qui me semble, et Frédéric Ploquin a eu raison de souligner, c'est ce qui se passe à l'échelle des municipalités. C'est-à-dire que beaucoup de maires qui sont confrontés à l'existence d'enclaves criminelles sont obligés de composer en quelque sorte avec le crime organisé. Alors ça peut aller très loin, comme on l'a vu par exemple. Ouais. Attendez, pardon, redonnez-nous les chiffres là. Vous avez dit combien en pourcentage? Vous avez dit 60%? Non, j'ai jamais prononcé. Ah bon. Non, mais j'ai entendu, c'est pour ça que j'étais étonnée. J'ai entendu 60%, c'est obligé de composer avec la criminalité. Non, un certain nombre, effectivement, il y aurait 3 000, 4 000 enclaves criminelles, points de deal répartis sur tout le territoire et notamment dans les banlieues des métropoles en France. Et ça se développe effectivement dans les petites villes comme à Canteleu. Donc les maires sont confrontés à des réalités avec lesquelles ils sont obligés de composer, dans la mesure où effectivement l'État central est défaillant, dans la mesure où il a permis au cours des décennies passées de laisser s'implanter ces zones de contrôle et ces enclaves criminelles. Donc il y a une sorte de stratégie de la composition de la paix sociale avec effectivement une forme supérieure d'intérêt électoral, c'est-à-dire que les caïds de la drogue sont capables d'influencer effectivement la vie des habitants de ces quartiers et les pousser à voter pour un maire. Donc un maire qui veut effectivement voir se renouveler son mandat va avoir tendance à composer. Alors comment il compose? Effectivement, ça peut être sous la menace, mais ça peut être aussi sous les échanges de subventions, politique de la ville. Sylvie Andrieux avait dilapidé des centaines de milliers d'euros destinés à des associations plus ou moins bidons contrôlées par des caïds de la drogue. Il y a eu l'affaire de Corbeil-Essonnes avec Dassault. Il y a eu des affaires de recrutement de gens au casier judiciaire très chargés dans les équipes municipales de Bagnolet et de Saint-Denis. Enfin, voilà, des histoires de corruption qu'on ne sait pas très bien évaluer aujourd'hui en France. Aujourd'hui, il faudrait un observatoire de la corruption avec un relevé systématique de toutes les affaires de corruption qui ont lieu en France chaque année. En tout cas, on comprend bien finalement, vous dites ces maires sont soumis directement à des pressions telles que s'ils sont faciles, enfin s'ils peuvent recevoir s'ils sont corruptibles, en gros, ils sont corrompus. Mais c'est un phénomène qui vient d'une défaillance qui vient de l'État central, c'est ce que vous dites. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette défaillance-là. Frédéric Ploquin, vous êtes d'accord sur cette analyse? Finalement, c'est l'État central qui est défaillant et finalement, les localités, les mairies, notamment, pas que évidemment, qui, de manière décentralisée, qui subissent cette pression après indirectement. Écoutez, le maire de Bagnolet qui se laisse approcher, comme ça a été le cas, par un gars qui squatte le garage municipal pour stocker sa cocaïne, qui ensuite lui dit en échange, moi je vais venir faire la police dans tes réunions politiques. C'est ce qui s'était passé. Et qui vient dès qu'il y a des meetings un peu houleux, un peu compliqués, qui se met au fond de la salle et qui
intervient dès qu'il y en a un qui est un peu, Oui. voilà, qui parle un petit peu trop longtemps ou qui se tient pas bien, etc. Donc, qui fait la police. Bon, moi, ça me rappelle des époques beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire que là, on redécouvre, on va dire, ce type de relations incestueuses aujourd'hui. Mais pour les plus anciens, ce que je vais dire va leur parler, leur rappeler des souvenirs. Je veux dire, ça me rappelle férocement le modèle mis en place à l'époque du gaullisme resplendissant lorsque général de Gaulle avait installé une garde prétorienne qui s'appelait le service d'action civique, le SAC, Mmh. qui sécurisait, en gros, c'était un composite comme ça, où on avait beaucoup de voyous avec des cartes bleu, blanc, rouge dans la poche, et puis à côté de ça, des représentants des forces de l'ordre, donc un mixte absolument incestueux entre des hommes de loi et des hors-la-loi. Et ces personnes-là faisaient la loi dans la rue lors des manifestations, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué de manifester. Il y avait le gros bloc communiste d'un côté, les gaullistes de l'autre. Vraiment, ça se fritait très sévèrement entre couleurs d'affiches et autres. Donc, ça me rappelle ce modèle-là, qui est donc un modèle breveté made in France au plus haut sommet de l'État à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette imprimature au sommet et que c'est beaucoup plus diffusé. Alors, quelle pourrait être la faute de l'État? C'est certainement pas d'encourager ce type de relations incestueuses, c'est plutôt de De ne pas laisser lutter, oui. seul. Non, non. Les policiers, moi je les connais bien, je les fréquente, j'en vois tout le Ah temps. oui, non, mais les policiers luttent. Le problème, c'est qu'on leur donne pas forcément les moyens. On sait ce qui se passe avec la police judiciaire. Ils passent leur vie, oui, ça c'est vrai, ils passent leur vie les mains dans le cambouis, les policiers, il ne faut pas les accabler. Ah non, mais tout Mais à fait. ce que je veux dire, c'est que localement, effectivement, loin des yeux de l'État, vous êtes à Bagnolet, vous n'êtes pas à Paris, vous êtes de l'autre côté du périphérique, vous êtes à Saint-Denis, pareil, le même problème, le garage municipal qui avait été squatté par des trafiquants de stupéfiants. C'est pas l'État qui a donné sa consigne, ce sont des maires qui se sentent probablement un peu seuls, un peu isolés, dans des zones où il y a peut-être un peu moins de densité policière. Et effectivement, ils se sont eux-mêmes laissés aller, parce que quand vous avez un bagagiste à l'aéroport de Roissy qui travaille avec les trafiquants de stupéfiants, quand vous avez un douanier à l'aéroport de Roissy qui laisse passer les valises d'argent dans l'autre sens et qui en prend une sur deux ou trois, c'est pas l'État qui lui a donné la consigne, c'est la faiblesse humaine. Quand vous avez un docker sur le port du Havre qui, pour arrondir ses fins de mois très largement, plus que les arrondir, à un moment donné, il se dit ok, d'accord, allez, je te déplace ton container, comme ça je le mets à un endroit tranquille, comme ça tu vas pouvoir le décharger. C'est pas non plus une consigne de l'État. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que Non, mais attendez, bien sûr qu'il n'y a pas de consigne active de l'État, mais dans l'autre sens, il y a une forme de passivité ou en tout cas de manque. Regardez, je vous relis parce que c'était le début, mais vous n'étiez pas là pour l'introduction. Quand je lisais comment dire, le message passé par la délégation mexicaine le 16 mai dernier, qui nous dit la France peut encore proposer des modifications législatives et donner plus de pouvoir au parquet, à la police et aux juges pour intervenir de manière efficace et avec des peines plus fortes qui sont nécessaires. Peut-être tout simplement, nous ne sommes pas assez forts contre cette délinquance et cette criminalité. Peut-être, mais j'adore, ça me fait beaucoup rire dans cette histoire de délégation mexicaine. Oui. Il y a donné des consignes et des ordres alors qu'il y a 100 morts par-ci, 300 morts par-là au Mexique. Je trouve ça assez formidable. Je trouve ça presque... c'est presque une blague, mais bon... Mais non, mais d'une certaine façon, ça pourrait... Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre la logique de ce message passé par eux, mais justement de dire ne tombez pas dans le même piège que nous. Oui, c'est ça. Et effectivement, ils aimeraient bien que le monde entier ne les suive pas, mais malheureusement, la cartélisation se poursuit à grande échelle, à l'échelle mondiale, on va dire, et partout. La méthode, l'esprit, la culture mexicaine se diffuse. D'ailleurs, on ne les a pas attendus parce que nous, on a un bon chaudron en la matière, c'est Marseille, oui. où l'ultra-violence s'est imposée depuis très longtemps parmi les voyous, les trafiquants de stupéfiants. Donc, effectivement, durcir les lois, oui, on peut continuer, oui, on pourrait continuer à construire les prisons et à durcir les lois. Le problème, c'est que vous aurez toujours des gens qui vont la consommer, cette drogue, elle va toujours arriver sur le territoire français. Donc, à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas mieux aussi contrôler nos frontières? Vous parliez des dockers. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des frontières aussi, de l'arrivée de la drogue? Alors, effectivement, il y a des points faibles, des maillons faibles. Je veux dire, quand j'ai commencé à enquêter sur le port du Havre, effectivement, j'ai été stupéfait de voir, à l'époque, la faiblesse des contrôles sur place. Aujourd'hui, ça a été rectifié. Il y a de l'argent qui a été envoyé. Il y a des machines qui ont été installées. Il y a des scanners, mais il n'y en avait pas. Et donc, pendant 10 ans, effectivement, trafiquants de stupéfiants, porte ouverte, de ces faiblesses
pour faire passer leurs marchandises. Oui. Après, vous évoquez la police judiciaire, c'est vrai que c'est là, oui, là, l'État peut avoir une responsabilité. On verra ce qui se passe d'ici quelques années à l'épreuve, mais de ce qu'on entend dire de tous les membres de cette police judiciaire, c'est que le démantèlement de cette force qui était quand même l'élite un peu de la police De française, l'enquête, oui. on le lui a reproché et que la base a pas trop aimé, et que, en gros, les barons de la sécurité publique de la police ont obtenu satisfaction. En gros, ces policiers là-haut, mais ils foutent rien, ils travaillent pas, ils vont venir nous aider à résoudre les petits cambriolages parce que nous on n'y arrive pas et que c'est ça qui concerne Oui. et qui touche le plus les citoyens. C'était ça le discours. Oui, alors qu'en fait, l'autre est peut-être moins visible directement, mais bon. Voilà, et on se retrouve avec effectivement une police judiciaire qui est un peu le FBI à la française, qui a été pour l'instant extrêmement secoué, avec une démotivation colossale des enquêteurs, avec un problème de recrutement énorme. Et là, tout d'un coup, on a les sénateurs qui arrivent et qui disent il faudra peut-être créer une sorte de DEA, c'est le modèle américain à la française. Il est encore temps peut-être de réagir, mais non, c'est là que ça se passe. C'est pas seulement sur le terrain, en bas de la cage d'escalier, avec la présence de Bah forces. oui, c'est ça. Ça se C'est passe ça, aussi. les opérations place nette, on a l'impression que c'est bon, c'est un effet, ça peut être un effet, mais voilà, c'est local, et temporaire. Les gens se réinstallent ou ils vont à côté, la place d'à côté, enfin, il faut prendre ça, un peu plus en amont. Michel Candillon, à ce sujet et sur, le fait que peut-être, l'État n'est pas assez dur. Est-ce que c'est une question de peine? Est-ce que c'est une question de lutte? Est-ce que c'est une question de frontières? Comment vous voyez les choses? Enfin, pour moi, il y a une question de réponse pénale. Je ne pense pas qu'il faille changer la loi. On a regardez les peines prévues dans le code pénal pour importation, exportation, production de stupéfiants en bande organisée. Elles sont parmi les plus sévères d'Europe. Donc en France, en fait, il y a un décalage entre le code pénal, ce que dit le code pénal, et la déclination des peines et les condamnations des trafiquants. Souvent, l'expédient qui est utilisé, c'est de passer en correctionnel des affaires qui seraient justiciables des cours d'assises et des cours d'assises spéciales. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir certains magistrats demander l'instauration de cours d'assises spéciales pour juger le trafic de stupéfiants en bande organisée, alors que c'est déjà le cas depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années, on peut effectivement, pour les affaires les plus graves, ce qu'on appelle le haut du spectre de la criminalité organisée, avoir recours aux cours d'assises spéciales. Et on ne le fait pas. Pourquoi? Par manque de moyens. Donc, on correctionnalise des affaires, 10 ans, moins de 10 ans, pour des peines qui prévoient 20 ans, 30 ans ou la perpétuité. Donc, il y a un problème de réponse pénale. C'est clair et net. Ma dernière question à ce sujet, c'est si on regarde finalement la France aujourd'hui, que peut-il se passer dans les prochaines années? Est-ce qu'on prend la bonne direction pour lutter ou est-ce que, au contraire, ça risque de s'aggraver la situation de la corruption et du trafic en bande organisée en France? Je vous pose la question à chacun. Donc, Michel Candillon, pour commencer. Écoutez, pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Alors, je crois qu'il y a une prise de conscience. Le rapport du Sénat en témoigne. On va voir ce que le gouvernement va en faire. Il y a le projet de renforcer effectivement la police judiciaire, le nombre de magistrats. Il y a eu un budget très important, des budgets très importants qui ont été engagés pour renforcer la réponse judiciaire. Mais on va voir si c'est à la hauteur des enjeux et l'avenir, effectivement, si tout continue comme ça va dans la France d'aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans, la situation sera encore plus dégradée. D'accord. Et vous, Frédéric Ploquin, vous faites le même constat, la même analyse? Je dirais qu'il y a plusieurs marges de manœuvre et de progression, mais il y en a une dans laquelle on ne pense pas souvent. Les sénateurs qui ont fait un excellent travail, et qui, pour une fois, n'ont pas parlé la langue de bois, il faut le souligner, en ont évoqué cette piste. C'est vrai qu'il est temps de se rendre compte, à mon avis, que la lutte contre le trafic de stupéfiants ne se joue pas que en bas de la cage d'escalier, mais à l'échelle internationale. Et donc, pour moi, il est temps, si vous voulez, que la France mette les pieds dans le plat et qu'on ait soit une direction internationale de la police, soit un ministre de l'Intérieur en collaboration avec un ministre des Affaires étrangères. En gros, au sommet de l'État, y compris du côté des Affaires étrangères, où on a rarement considéré que c'était un sujet intéressant, on se préoccupe de nouer des liens avec un certain nombre de pays dans lesquels les barons du trafic de stupéfiants, qui sont quand même les patrons, qu'il faut coincer, se réfugient en mettant simplement 1, 2, 3 frontières entre la police
françaises. Et je pense que c'est l'avenir, il peut se jouer là, Ça, ouais. le jour où l'attaché de sécurité intérieure qui vient d'être installé à Dubaï ne sera plus tout seul, et puis le jour où il sera opérationnel, le jour où l'attaché de sécurité intérieure à Rabat au Maroc sera opérationnel, écouté, entendu, le jour où l'Algérie acceptera de sortir de son en bonne ordre, ça ne nous regarde pas. Effectivement, là, il y a des marges de Ça progression. demande de la diplomatie aussi, de l'organisation internationale. Et pour le coup, ça ne dépend pas que de la France, mais on a vraiment une partie à jouer aussi de ce côté-là. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Ploquin, je rappelle ce livre, Les Narcos, ou Les Narcos français, Brice d'Omerta aux éditions Albin Michel, et Michel Gandillon, Drugstore, drogue illicite et trafic en France aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à Aux vous. éditions du Cerf. Ah, pardon, c'est une erreur sur ma fiche. Aux éditions du Cerf, vous faites bien de corriger, donc je vais le relire. Drugstore, drogue illicite et trafic en France aux éditions du Cerf. Merci beaucoup à tous.